Merci d'être sur ce plateau ce matin, Roland, Marc. Oui, bonjour Carole et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Carole, bonjour Marc Goudjano, bonjour amis téléspectateurs et internautes. Nous démarrons avec l'information du quotidien Le Paraclet qui s'étonne ou qui s'exclame en disant quand les rupturiens crient à l'injustice. Roland Donéiques. Non, le journal n'a pas tort de s'étonner aussi parce que vous voyez des gens qui ont participé à tout ce que nous avons appelé réforme qui aujourd'hui, de l'autre côté peut-être en difficulté, crient maintenant l'injustice et demandent qu'on fasse justice à certains parmi eux, alors qu'en réalité, il y a quelques mois en arrière ou quelques années, quelques autres citoyens étaient dans les mêmes difficultés. Et tout le monde demandait à ce que justice soit faite et qu'on essaye d'avoir un regard assez bienveillant sur ces personnes. Et ces personnes, malheureusement, sont restées silencieuses. On a vu beaucoup de personnes autour de Patrice Talon qui sont restées assez silencieuses sur la situation que vivaient un certain nombre de personnes, notamment du fait des intrigues politiques ou bien d'autres affaires au sommet de l'État. Et donc aujourd'hui, quand on regarde, on voit les mêmes personnes aujourd'hui, parce que se retrouvant dans les pareilles situations, créer à l'injustice et demander que justice soit faite, c'est étonnant quand même, ça fait rire. Et je parle de l'exemple, je l'ai cité déjà dès les premières heures de la situation qui prévaut actuellement pour dire, c'est un ministre qui nous a dit dans ce pays que une prison n'est pas un hôtel 5 étoiles. Mais le même ministre aujourd'hui a du mal à revenir ici parce que craignant que, bon, craignant de... Que lui-même fasse un tour. Là-bas, donc vous comprenez un peu. Alors, et quand je regarde aussi, Olivier Boko aujourd'hui en prison, Oswald Meki en prison, c'est les gens qui sont restés avec Patrice Talon de 2016, en tout cas, pour ce que je sais, pour Olivier Boko quand même, avant 2016 jusqu'à 2024. Et pour Oswald Meki, on sait que c'est entre 2011 et 2015, et après avoir fait son tour au niveau de ABT, son tour assez infructueux au thème des élections de 2011, qui s'est retrouvé en se repositionnant de l'autre côté. Et on connaît un peu le parcours de chacun d'eux. Ils sont restés là depuis 2016. Et ce que les Béninois subissent, que nous dénonçons aujourd'hui, c'est des choses qui ne datent pas de 2024. Et donc, parce que ces personnes se retrouvent maintenant, parce que vous avez vu la dernière fois, on a soulevé une question de santé de Oswald Meki au point où on devait le dépêcher au CNHU pour l'observer. Mais d'autres étaient en difficulté. Vous vous souvenez que Rick Madougou a appelé à l'aide à plusieurs reprises, sans succès, sans réponse. Et ce n'est pas qu'elle. On a vu d'autres prisonniers demander l'aide sans avoir d'aide, de soutien, et d'autres en sont morts d'ailleurs. Donc, j'estime aujourd'hui, oui, le journal a raison de dire, c'est étonnant que de voir que des rupturiens parlent d'injustice. Ce que tu fais, quand on sème le vent récolte. Et cette injustice ne concerne pas, selon vous, également la destitution ou le fait qu'on ait déni Christelle Rondongo de son poste? Non, bon, est-ce qu'on va faire le lien avec ça? Non, vous savez, j'ai déjà dit qu'au sein de la formation politique du PLR, il y a des problèmes. D'ici là, vous allez voir plus que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, au-delà de tout, du fait que des gens ont participé à ce que nous avons appelé réformes qui aujourd'hui font les frais, subissent les rigueurs ou bien en tout cas subissent ces réformes, on ne va pas se taire quand même pour autant. J'estime que véritablement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Que les gens n'oublient pas ça. Parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que ça arrive seulement aux autres. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, je suppose que si véritablement il y a injustice, nous avons nous autres le devoir d'interpeller le gouvernement pour dire, écoutez, faisons preuve de justice pour que demain, ce ne soit pas... Parce qu'il se peut, ceux qui sont plus forts aujourd'hui, il se peut que ces personnes-là qui se retrouvent encore en difficulté demain. Et donc, si on ne dénonce pas les actes d'injustice aujourd'hui, il se peut que ça continue. Mais il vaut mieux travailler à ce que qu'on arrête ça ici et maintenant, et que désormais que les gens puissent faire confiance et qu'on se dise qu'il y a de la justice, tout ça. J'estime véritablement qu'au-delà de ce qu'on peut reprocher à certains qu'ils étaient autour de Patrice Talon, ils ont participé aux réformes, oui, ils doivent pouvoir aussi goûter à ce que eux-mêmes, ils ont, en tout cas, ce qu'ils ont réussi ils ont aidé à concocter ou à cuisiner pour le peuple béninois, ils doivent goûter. On peut pouvoir comment c'est, si c'est doux, si c'est salé, si c'est acide, il doit pouvoir savoir ça. Mais pour autant, on doit quand même prendre la parole pour demander qu'il faut éviter des actes d'injustice
pour qu'à l'avenir, on ne soit plus en train de régler ce problème. Parce que quand vous regardez de 2090 à aujourd'hui, tout est lié à ces faits-là. Hein. C'est-à-dire, vous allez voir les gens dénoncer les mêmes choses, dénoncées sous Mathieu Kékou. On a repris la même chose sous Bouniaï. Et la même chose que nous avons dénoncé sous Bouniaï, bizarrement, les mêmes actes reprennent. Donc, on continue. C'est comme si c'est... Une continuité. Oui, il vaut mieux à un moment donné travailler à éviter ça. Marc Goudiabou, est-ce de l'injustice ou une manière déjà de commencer par faire le ménage au sein de la mouvance? Bon, il faut dire que quand ça finit de bouffer les patins, ça s'attaque au disque. Vous êtes un peu de parole. Et donc, pour dire mot par mot ce qu'un ancien ministre aurait dit, effectivement, nous sommes dans un système où aujourd'hui, tout le monde a pris le temps de se plaindre. Parce que ça ne va pas. Aujourd'hui, ne le nions pas, que l'on prend sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan social, ça ne va pas. Les Béninois se plaignent et les difficultés ne font que s'accroître de jour en jour. Et donc, tous ceux qui, autrefois, peut-être avaient bénéficié du système ou bénéficiaient du système et qui, aujourd'hui, par les choses, ont dû quitter, où on les a obligés à quitter les choses aujourd'hui, ils sont confrontés aux mêmes difficultés que les Béninois lambda. Et aujourd'hui, cette difficulté s'observe un peu partout, ou même dans l'entourage du chef de l'État ou par certains, il y en a même parmi eux qui se plaignent, d'accord, de ce qui se fait, des réformes, qui se plaignent des réformes du chef de l'État. Et donc, mais juste qu'ils n'auront pas le courage de le dire à haute voix, comme tout le monde, parce qu'on les connaît déjà faisant partie du système, et donc, ils ne pourront pas le dire pour que l'on ne puisse pas dire, mais vous faites partie du système, donc c'est vous qui êtes les meilleurs acteurs de la chose. Donc c'est normalement vous qui allez plutôt nous dire que nous en subirons les frais. Mais aujourd'hui, vous savez, quelles qu'en soient les difficultés que les populations subissent aujourd'hui, même dans l'entourage du chef de l'État, il y en a, ils ne sont pas tous aisés. Tous ne sont pas d'une famille aisée. Il y en a des familles modestes qui sont un peu partout dans les coins reculés du pays et qui subissent ces difficultés-là. Donc, ils ne doivent pas ignorer que cette difficulté-là, ça touche. Lorsque je prends le plan sanitaire, par exemple, et que vous allez dans nos hôpitaux où il manque de matériel, il manque de personnel, allez simplement faire un tour à l'hôpital de zone de Calavi. Vous allez voir des familles, des mères de famille avec leurs bébés, ils s'assoient par terre, sous les arbres, un peu partout. Ça veut dire que le système sanitaire est défaillant, totalement défaillant. C'est vrai que j'ai vu récemment les nouveaux directeurs, les nouveaux médecins directeurs qui sont allés voir le ministre de la Santé. Mais est-ce que ça va régler forcément le problème? Allez écouter les employés, c'est-à-dire les personnels de santé qui sont au niveau de ces hôpitaux. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de problèmes. Or, la meilleure façon de pouvoir prendre en compte l'état d'un pays, d'abord, il y a le système sanitaire et il y a le système éducatif. C'est les deux secteurs qui sont très clés. Lorsque votre système sanitaire, ça ne va pas, c'est très grave. Lorsque le système éducatif, ça ne va pas, quel avenir vous donnez à vos enfants? Aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État, c'est vrai que le régime est déjà presque à sa fin et que les réformes qui ont été entreprises, c'est vrai qu'il y a des réformes qui ont été bénéfiques pour la population, mais il y a des réformes qui restent en tout cas défaillantes sur tout point de vue. Hein. Ne l'oublions pas, sur tout point de vue. Et je pense que c'est tous les Béninois qui en subiront les frais, et non seulement nous qui ne sommes pas, ou les populations lambda qui ne sont pas dans les coulisses du pouvoir d'État et qui ne bénéficient pas forcément des grâces du pouvoir d'État, mais tout le monde va en souffrir, tel que le chef de l'État le disait en temps. Donc, c'est de bonne guerre et malheureusement, c'est nous qui en payons les pots cassés. L'ambassadeur Ping Jintao s'en va sur une note de satisfaction. Oui, moi, quand j'ai vu que, bon, on dit qu'il part sur une note de satisfaction, il faut dire qu'on savoir, il part sur une note de satisfaction. Il y a un dossier qui le concerne. Il n'a pas dit son mot avant de partir. Le stade général Mathieu Kérékou, on nous a parlé de 13 milliards envoyés par les Chinois. Le travail a été remis en cause. Les gens qui ont géré ça ont dit que ce n'est pas leur responsabilité. On nous a dit que c'est les Chinois même qui ont conduit les travaux. Au nom de l'amitié entre le Bénin et la Chine. Mais le travail a été remis en cause parce que c'était un travail de mauvaise qualité. On dit qu'il passe une note de satisfaction. Quelle satisfaction?
Il doit pouvoir nous donner sa version des faits dans cette affaire. Moi, je n'ai pas eu le temps, la chance de le rencontrer. Il y a eu des rencontres avec certains présidents des médias. Si j'avais la chance de le rencontrer, je lui poserais la question. Qu'on nous dise clairement qui a mal géré ce dossier-là. Qui a mal géré ce dossier? On parle de milliards. Et de l'autre côté, les autres disent que ce n'est pas eux. Le gouvernement n'est pas allé plus loin dans le dossier. On nous a dit qu'il y a enquête, mais jusque-là, on n'a rien eu. Après, on nous a dit, on a annoncé au Conseil des ministres qu'on va reprendre les travaux, qu'on va continuer. Mais l'ambassadeur, qui est censé représenter la Chine... C'est peut-être pour ne pas mettre à mal la relation coopération. diplomatique. Comment vous parlez? C'est comme ça que vous avez dit dans l'affaire de PPA2, et voilà comment ça a fini. Il faut qu'on arrête quand même un jour. Il faut qu'on arrête un jour, qu'on nous dise clairement ce qui se passe. On n'a pas eu de suite, l'ambassadeur n'a rien dit. Et on dit qu'il a fini sa mission et qu'il passe une note de satisfaction. Moi, je ne suis pas d'accord. En tant que citoyen béninois, je ne suis pas d'accord. Parce que si le gouvernement dit que ce n'est pas eux, et que ce n'est pas le ministre de tutelle des sports à part le passé, que ce n'est pas les cadres, on doit pouvoir nous dire du côté des Chinois alors, qui a foutu le bordel. On ne peut pas continuer ça parce qu'on nous a dit que c'est la rupture, qu'on veut bien faire les choses. Oui, mais vous voulez faire bien les choses dans ces dossiers-là. Parce que d'ailleurs, même avant 2016, il y avait un budget qui avait été prévu pour faire la réservation des stages. Je ne vais pas avancer les chiffres, ils le savent mieux que moi. Ce n'était pas 13 milliards au départ. Mais ça a été réévalué. Et le montant a été fixé. Et les gens ont fait un travail qui a été remis en cause quelques mois après. Mais on ne dit rien. Du côté du gouvernement, on n'a pas eu de précision jusqu'à l'heure où je vous parle. On a juste annoncé il y a quelques jours au Conseil des ministres que les travaux vont reprendre. Et la Chine, de l'autre côté aussi, n'a pas réagi parce que les autres disent que ce n'est pas eux qui ont géré, que c'est les Chinois qui ont géré. Donc si les Chinois qui ont géré là, les Chinois n'ont qu'à nous dire ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même bizarre. Moi, j'estime que c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a cette tâche-là qui est dans la mission de l'ambassadeur là. Tâche indélébile. Il doit pouvoir nous dire clairement ce qui s'est passé. Bon, oui, Carole, bon. Je dirais que le journal en disant il a fait beaucoup de choses, hein, beaucoup de son mandat, il a fait des choses extraordinaires. Mais rien que pour ça, là, moi je dis, il doit pouvoir nous dire. C'est sur ça que je voudrais revenir, parce qu'on en dit, il sort sur une note de satisfaction. C'est vrai qu'on n'a pas, diplomatiquement, on n'a pas eu de problème majeur avec la Chine. C'est un bon partenaire d'affaires pour le Bénin. Et donc, mis à part même l'aspect du stade de l'amitié qu'évoque Roland Laurent tout à l'heure, les Chinois ont toujours des travaux qu'ils exécutent et qui sont toujours même encore en cours sur le territoire national. Lorsqu'on va parler de certaines routes et de certaines infrastructures, je pense que les Chinois travaillent toujours. Et donc, bon, on ne va pas forcément s'appesantir sur ce seul aspect du stade de l'amitié pour peindre en noir la coopération chino-béninoise. Exactement, parce que ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on connaît notre pays. On sait comment les marchés sont attribués parfois, d'accord, avec certaines exigences qui mettent en mal même les exécutants des marchés. Et donc, du moment où le gouvernement ne veut pas situer les responsabilités au niveau du groupe financier qu'il y a eu au niveau du stade de l'amitié, ça veut dire qu'il y a des sous-entendus, il y a des choses qu'ils ne veulent pas, des non-dits, qu'ils ne veulent pas faire porter au sein de la population. Donc, du coup, ce n'est pas forcément à l'ambassadeur chinois de se prononcer beaucoup plus sur la question, mais plutôt au gouvernement béninois de pouvoir situer les responsabilités. Parce que l'ambassadeur, lui, va toujours vouloir qu'il y ait un bon voisinage, une bonne coopération entre le Bénin et la Chine. Donc, du coup, il n'y a pas encore mal donné en la matière. Je pense que la responsabilité revient beaucoup plus à nos dirigeants de pouvoir situer les responsabilités par rapport aux travaux qui ont été effectués. Est-ce que les fonds ont été remis en intégralité? Comment les fonds ont été utilisés? Est-ce que les matériaux qui ont été proposés, parce que n'oubliez pas, hein, la Chine peut vous proposer, en même temps que vous voulez installer votre... je ne sais pas, vous pouvez construire votre maison, la Chine peut vous fournir les carreaux que vous voulez, au prix que vous voulez. Si vous voulez des carreaux de 500, on va vous fournir des carreaux de 500. Si vous voulez des carreaux de 5000, on va vous fournir des carreaux de 5000, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Elle est mieux placée pour pouvoir éclairer. Je pense que c'est le pouvoir en place, c'est le gouvernement. Et donc, si le gouvernement ne le fait pas, n'attendons rien de l'ambassadeur chinois à pouvoir le dire, parce que lui, son rôle, c'est de pouvoir maintenir les bonnes relations entre les deux pays. Et mis à part ça, c'est qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites par les entrepreneurs chinois sur le territoire national. Et je pense que la plupart n'ont pas été mises en cause. Donc ça, c'est une bonne, ça préfigure d'une bonne coopération
entre les deux nations. Et nous en avons beaucoup à gagner parce que n'oublions pas que la Chine, c'est une grande puissance économique. Et aujourd'hui, ce que la Chine nous apporte aujourd'hui en matière de coopération, rares sont ces pays qui nous apportent ces genres de soutien, ne l'oublions pas. Donc, il part réellement sur une note de satisfaction. Et on espère que l'ambassadeur qui va pouvoir le remplacer va pouvoir quand même entretenir une bonne relation bilatérale entre le Bénin. Je n'ai pas, puisque je reviens sur ce que je n'ai pas peint un noir ce qu'il a fait. L'ambassadeur, j'ai vu ce qu'il a pu faire au Bénin pendant tout son séjour. Hein. Il a fait de grandes choses. D'abord, la Chine reste a de bonnes relations, en tout cas avec le Bénin depuis des années. Ça n'a pas changé. Mais c'est un dossier qui nous interpelle. Parce que quand on se tait sur ça, et qu'on n'a rien dit, aucune information, parce que vous avez dit que oui, l'ambassadeur n'est pas bien placé pour le dire. Mais il est en train de finir son mandat, il a fini son séjour, il veut partir. Donc là, il peut parler. Non, c'est pas évident. Attendez, laissez-moi finir. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Dès lors qu'on n'a pas d'informations sur ce dossier jusqu'à aujourd'hui, et que là, déjà, il y a quelques jours, on a relancé les travaux, posons-nous des vraies questions. Il y a matière à ce qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que hier, il y a eu PPA 2 avec les Néerlandais. Vous vous rappelez de ce dossier? Comment ça a agité et comment on en a parlé? Oui, on doit le savoir, mais tout ce que je dis, c'est pas au gouvernement chinois de faire le procès à notre place. C'est au gouvernement béninois de pouvoir éclairer la nation pour pouvoir situer les responsabilités. N'oubliez pas que dans PPA 2, c'est les Néerlandais qui ont parlé. Oui, mais dans ce cas, c'est différent. C'est différent. C'est carrément différent. C'est un processus qui est tellement différent. J'estime véritablement qu'il va falloir que nous puissions travailler à ce que les gens nous disent réellement ce qui se passe parfois. Parce qu'à cet allure, d'autres dossiers, d'ailleurs, il y a d'autres dossiers avant ça, qui ne concernent même pas la Chine. Oui. Il y a des dossiers où les gens sont en prison, et c'est silence radio depuis quelques mois, quelques années. Je prends l'affaire des caveaux, du ministère de la gestion des impôts, par exemple. C'est silence radio depuis. On me dit que l'instruction est en cours, donc vous comprenez un peu. Il y a d'autres affaires où les gens sont là-bas. Donc c'est la faute à notre dirigeant. Non. Si les dirigeants ne parlent pas... C'est la faute à notre dirigeant. On ne va pas demander à un partenaire diplomatique de venir répondre à la place de nos dirigeants qui conçoivent également la politique. Je le dis, et mieux encore protègent ceux qui font la corruption. J'ai eu la chance d'écouter quelqu'un qui est concerné par ce dossier et qui a dit que ce n'est pas eux qui ont géré l'argent. C'est pour ça que je parle en réalité. Je ne le dis pas au hasard. J'ai eu la chance d'écouter quelqu'un qui est concerné dans le dossier, qui a dit que ce n'est pas le gouvernement béninois qui a géré. Est-ce que sa parole fait parole d'évangile? Non, mais justement, c'est ça que je dis quoi. Dès lors qu'il dit ça et que le gouvernement n'a pas donné de suite... Donc le gouvernement également, dans son silence, est coupable. Donc, admettez que même le gouvernement, dans son silence, est coupable. Moi, je ne veux pas dire que le gouvernement est coupable. C'est-à-dire, je veux maintenant que puisque l'autre a dit que ce n'est pas eux qui ont géré l'argent, que c'est les Chinois eux-mêmes qui ont fait les travaux et qui ont géré leurs sous. D'accord? Et dès lors que c'est comme ça que c'est un ambassadeur qui représente le pays chez nous, et que c'est eux qui ont géré les sous, qui ont conduit les travaux, qui a un problème, on doit pouvoir écouter le premier responsable. La version du premier responsable, celui qui représente la Chine au Bénin. Je ne dis pas, je ne demande pas à l'ambassadeur de venir incriminer le Bénin. Parce que j'ai une version qui me dit que ce n'est pas le Bénin qui a géré les fonds, mais que c'est eux-mêmes qui ont géré les sous. Comment ont-ils géré? Est-ce que cette version est officielle? C'est ça la question également. Je vous ai dit, est-ce que c'est la version officielle? J'ai écouté la version de quelqu'un qui est beaucoup plus mais qui n'est pas une version officielle. Maintenant, je dis, dans ces dossiers, l'ambassadeur qui représente son pays, connaissant la rigueur dans la gestion des affaires dans son pays, a quand même l'obligation de nous apporter aussi sa part de vérité dans ce dossier. Je ne lui dis pas de venir dire le gouvernement béninois a fait ci, a fait ça. Mais comment ils ont géré les sous-fonds au point où, avec tout ce qu'ils ont fait là, quelques temps après, ça a été remis en cause. C'est tout mon problème. Nous allons évoluer. Ce qui est sûr, il est en fin de mandat. Il part sous une note de satisfaction. C'est ce que vous deviez retenir. Donc, que vous l'interpelliez ou pas ce matin. Non, j'ai avoué, j'ai reconnu qu'il a fait de grandes choses au Bénin. Ça ne va pas le retenir. Ça ne va pas le retenir. J'ai vu, avec ce qu'il a apporté vraiment au peuple béninois au cours de son mandat, j'ai dit c'est une tâche. Dans ce qu'il a fait. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il a fait est mauvais. J'ai vu comment beaucoup de journalistes se retrouvés en Chine pour des formations, pour des séminaires, des opportunités offertes à beaucoup de journalistes. Et nous saluons tout ça, et c'est ça également la note de satisfaction. Alors, il y a malaise. Vous étiez en train de dire qu'il n'y avait pas mal donne, mais il y a mal donne et malaise à la SRTB. Ah oui, oui. Il y a mal donne au niveau de nos collègues, au niveau de la SRTB, qui est l'ORTB.
où les employés aujourd'hui sont dans une situation très fâcheuse, où ils réclament un certain nombre de conditions, où il n'y a même pas dialogue entre eux et la direction, ce qui fait qu'ils s'entendent pas. Au-delà de la direction, il y a aussi le ministère de tutelle. Exactement, le ministère de tutelle. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça ministère de tutelle? Notre ministère de tutelle, on connaît sa dénomination. On nous en a privé. Et tout ça, on subit toujours les conséquences jusqu'à ce jour. Bon, je pense que, bon, au niveau de l'ORTB, de l'ORTB, la SRTB, il faut dire que depuis un bon moment, on n'a pas entendu leur son de cloche jusqu'à l'avènement de la SRTB, où aujourd'hui, leurs conditions de travail a commencé par durcir et ils ont monté le ton aujourd'hui. Mais moi, je me demande si les réformes qu'on opère, lorsque le président Talon, par exemple, a commencé par opérer des réformes, ça a fâché la population, parce que la population en a souffert à un moment donné. Et aujourd'hui, au niveau des réformes qu'ils sont en train de faire, au niveau de la SRTB, je pense que c'est des réformes qui viennent de commencer, d'accord? Et quand les réformes commencent comme ça, je pense que tout le monde... Vous êtes sûr que c'est des réformes qui viennent de commencer? Bien sûr. Attendez, ce qu'ils sont en train de réclamer aujourd'hui, il paraît qu'il y a des primes dont ils ne bénéficient plus. Il y a le système sanitaire au niveau de la maison qui n'est pas en bon point. Il y a un manque de personnel également qui fait que vous êtes obligé de faire le travail d'un ou de deux personnes. Mais la question que moi je me pose, ils travaillaient toujours dans ces conditions avant, oui ou non? Ils travaillaient toujours dans ces conditions avant. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ce qui a changé, si c'est au niveau des primes qu'ils percevaient et que si ces primes ont été suspendues, je pense que c'est légitime qu'ils réclament leurs primes. Parce que tu ne peux pas demander à un professionnel des médias de faire le double du travail qu'il doit faire et également de travailler nuitamment, de veiller sans lui dire de ne pas pouvoir bénéficier des primes d'heures supplémentaires. Donc, si à un moment donné, si ces primes ont été supprimées, je pense que c'est légitime qu'ils puissent réclamer ces primes parce que c'est le travail qu'ils font et ils doivent avoir le retour. Maintenant, lorsque je laisse cet aspect, en ce qui concerne leurs conditions de travail, ou lorsqu'ils parlent de problèmes sanitaires au niveau de l'administration, où il y a des problèmes sanitaires par exemple, est-ce que ces problèmes ne se posaient toujours pas? Ou bien est-ce que c'est une guerre d'entité, une guerre entre personnels, je ne sais pas trop. Donc il faudra quand même que les concernés, c'est-à-dire la direction, puissent sortir pour pouvoir essayer de les écouter, essayer de trouver un consensus entre eux et d'essayer de régler ces problèmes qu'ils ont. Parce qu'il faut remarquer, hein, toute la presse est malade aujourd'hui. Ne le nions pas. Ce n'est pas seulement la SRTB qui est malade. Aujourd'hui, maintenant, on les pensait les mieux nantis dans la presse. Hier, aujourd'hui, c'est eux qui sortent, qui crient leur ras-le-bol aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que tout ce qu'ils sont en train de dénoncer, il y a beaucoup de professeurs de médias qui subissent déjà le pire et qui sont même peut-être habitués au pire. Donc, ils n'ont qu'à s'entendre et discuter avec leur patron et ensemble, sûrement, ils vont arriver à un consensus. Bon, quand Roland Tonelkes, la ministre, qui doit pouvoir écouter les dirigeants de ces directions déconcentrées n'écoutent pas, ne prend pas en compte, la ministre ne prend pas en compte les propositions. Vous voyez ma posture? Alors, nous bas. Comment on va faire? Je crois que je remercie Dieu qui me permet d'être au bon moment, parfois au bon moment, en tout cas au bon endroit, au bon moment. Samedi dernier, j'allais à Porte-Nouveau, j'ai pris le bus avec un journaliste de l'ORTB, SORTB, SRTB aujourd'hui. Il m'a parlé, je l'ai écouté, j'ai eu mal pour eux, mais je ne peux rien pour eux. Non, justement, si on en parle, non, mais peut-être attendez, que je ne peux rien pour des oreilles plus attentives pourront intervenir. Nos confrères et consoeurs de la SRTB souffrent de difficultés ces derniers temps. Et ils demandent des choses qu'ils n'ont pas. On ne va pas dire parce que
ils sont dans la grande maison et que nous, peut-être ici, on n'a pas de cette chance. On va dire, mais c'est bien fait pour eux. Puisque je vois des gens dire, c'est bien fait pour eux. Non, non. Il faut dénoncer maintenant. Pour que demain, il se peut que demain, ce soit nos enfants qui aillent dans cette maison. Et si les situations ne sont pas améliorées maintenant, ils vont faire les frais demain. Il y a des problèmes dans cette maison aujourd'hui. On a parlé du comité éditorial, par exemple. Depuis qu'on a parlé de ce comité, le comité ne s'est jamais réuni. Comment vous expliquez ça? Pour une maison qui parle de télévision nationale. En pleine réforme. Oui, on dit télévision nationale, radio nationale. Mais le comité éditorial ne s'est jamais réuni, jusqu'aujourd'hui. Sauf si le porte-parole qui est le président ou directeur du comité éditorial, s'il veut me contredire, dit qu'il a eu une réunion avec les membres du comité éditorial, qui vient de dire. Et ça n'a pas eu lieu. En tout cas, je ne sais pas si de samedi à aujourd'hui, ils ont déjà tenu une réunion. Mais jusqu'à samedi, selon les informations que j'avais, il n'y avait pas encore de réunion. Et les membres de ce comité, les journalistes de la maison, remettent en cause la constitution des membres de ce comité éditorial. Il y a beaucoup de choses. J'estime que, écoutez, il y a d'autres aspects que je ne vais peut-être pas aborder, mais j'estime que ça ne va pas dans cette maison. Et il faut très vite s'asseoir avec les travailleurs, trouver une solution. Est-ce que pour mettre fin aux malversations, on est obligé de mettre mal à l'aise le personnel? Non, le problème c'est que on parle de partenariat entre la maison mère, SORTB, Radio Nationale avec d'autres médias, mais qui ne sont pas... Vous allez dans d'autres pays, c'est un fait que les gens ont soulevé. Et je le dis, dans les autres pays, Radio Nationale, Télévision Nationale, en tout cas, tout média qui travaille pour l'État n'est pas loin de la présidence de la République pour question de sécurité. Mais il y a des médias qui aujourd'hui sont en partenariat avec, mais qui sont en plein cœur de la ville de Cotonou, sans agents de sécurité, sans militaires à l'entrée. Parce que les coûts, ça vient pas, quand les gens veulent faire, c'est à partir des télévisions, des radios qui préparent tout. Tout à fait. Donc, il y a qu'ils ont soulevé ce problème-là. Ils n'ont pas dit peut-être là, mais certains parmi eux le disent. La sécurité. Leur sécurité. Leur sécurité. Maintenant, on laisse ça. Vous avez suivi ce qu'ils ont dit? Des gens ont la chance de voyager, doivent voyager, pour aller représenter le Bénin, recevoir des prix. Mais silence radio. Moi, j'ai eu une expérience, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette expérience, avec une journaliste de la maison où elle a écrit et les responsables ont pris du temps avant de répondre. Et quand les organisateurs là-bas m'ont interpellé, moi je leur ai dit, écoutez, validez d'abord sa participation. Le reste, on verra après. On a dû contourner le temps et c'est après, bien après que celui ou celle qui est censé être supérieur hiérarchique de cette journaliste a répondu par la suite. Et c'est bien après qu'on ait demandé, on a pu discuter pour qu'on valide d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Parce que ici, on a quoi, on a combien? Parfois, quand on sort, ça nous permet de nous détendre, de partager, de faire d'autres expériences. Maintenant, regardez tout ce qu'on a cité là pour dire les gens, on a bloqué les gens. Mais ce n'est pas la faute à la ministre. Non, c'est la faute à un décideur qui a fait disparaître le ministère de la Communication. Parce que si on avait un ministère de tutelle en bonne et due forme, parce que, écoutez, Aurélie, je ne la défends pas, mais elle était venue au gouvernement avec quoi? Numérique. Le numérique ne prend pas en compte notre secteur. C'est ce que vous dites. Moi, je suis foncièrement contre. Ça ne peut pas répondre aujourd'hui aux exigences de la presse. C'est ce que je dis. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est la triste réalité. Ce qu'on lui a confié, c'est numérique, digitalisation et autres. Donc, elle était concentrée sur ça avant qu'on ne lui dise. Maintenant, comme le ministère de la Communication n'existe pas, on lui transfère tout. Vous voulez tuer la dame? Je ne fais pas un procès. Mais justement, elle n'a qu'à dire qu'elle n'est pas capable. Elle ne va pas le dire comme ça. Mais aujourd'hui, ça se remarque. Ça se remarque, les problèmes sont là. Même ceux qui ont fait cette réforme-là, même ceux qui ont mis en place cette réforme-là, savent qu'il y aurait cette insuffisance. Ils savent qu'elle ne pourra pas le faire. Moi, je ne vais pas relater tout ce que le confrère m'a dit, mais je sais que ils sont conscients, les gouvernants sont conscients que ça ne va pas dans la maison. Ça ne va pas dans la maison là. Et je pense qu'il faut travailler à revoir les choses. Est-ce que les dirigeants qui sont dans la maison ont la même libre pour travailler également? C'est là la question. Les dirigeants ne peuvent pas. Non, ne rêvez pas. Écoutez, ce que je dis, et c'est ce que je dis, les gens pensent que je suis mauvais. Non, vous voulez que les dirigeants restant de la maison aient les mains libres comment? Les gens sont nommés.
Les gens sont nommés. Dès lors qu'il y a nomination, vous voulez que quelqu'un est nommé, à qui on a accordé une chance, vous voulez qu'il aille affronter ceux qui l'ont nommé? Non, ce n'est pas possible. J'estime que c'est une volonté politique. Si la volonté politique veut améliorer les conditions des journalistes de la SRTB, les aider sur un certain nombre de choses, je crois que les gouvernants vont le faire. Il faut pas. Il y a un minimum qui doit se faire. Non, non, non. Dans l'enceinte. Carole Olaye ne ou au sein de l'administration de la structure. Cessons de rêver, cessons de compter sur les gens qui sont nommés. S'ils sont élus, si on met un processus en place, et que les gens sont élus, ils auront obligation de répondre à la SRTB ou au ORTB, mais il n'y avait pas autant de malaise. Non, ne dites pas ça. Parce que si on dit ça, c'est comme si on disait que tout était rose sous Bouniaï, par exemple. Je ne disais pas que tout était rose. Les médias d'État. Il y a eu des moments où ces mêmes journalistes ont dénoncé, mais ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dénoncer. Non, mais ceux qui ont dénoncé là, par exemple, là. Aujourd'hui, on parlait de liberté de presse. Vous savez ce qu'ils vivent aujourd'hui au sein dans mais c'est ce que je vous dis justement. Hier là, sous Bouniaï, on sait ce qui s'est passé. Sous Kékou, on sait ce qui s'est passé. Tous les médias d'État là, malheureusement, comme ils avaient la bouche pour parler. Non, mais, au moins ils avaient l'opportunité de parler. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'exprimer? Non, c'est ce que je vous dis. Dans une maison de presse. Je vous dis, écoutez, on ne va pas jeter toute la pierre au gouvernement Talon. Ces problèmes de liberté de presse existaient avant. Et on a toujours dit... Ça s'est empiré, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que c'est devenu... Non, ça s'est empiré aujourd'hui. De toute façon, je ne veux pas apprécier. Il faut reconnaître que ça s'est empiré. Vous n'allez pas apprécier, vous êtes professionnel des médias, oui ou non? Non, donc de votre position, vous êtes mieux placé pour apprécier la situation. Écoutez, moi je parle de moi. Donc vous allez facilement opiner sur d'autres sujets, non, ce qui concerne votre... Non, Carole, ne mélangeons pas, je vous dis clairement ce qui suit. Ne m'amenez pas à vous attaquer sur ce plateau. Concernant la question de mauvaise gestion de la maison, je suis d'accord qu'il faut revoir les choses. Mais si des journalistes dans la maison ont de liberté à s'exprimer, ils sont libres de prendre la parole et de le dire. C'est ce que je dis en réalité. Parce que de ma position, je ne vais pas les défendre s'ils n'ont pas parlé. Hier, on a vu Osias Sounouvou prendre la parole. Et tout le monde a vu. Mais aujourd'hui, qui parmi eux a pris la parole quelque part plus loin pour dire qu'il a subi des positions, pression, il y a des problèmes. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas le faire aujourd'hui. Ils n'ont pas cette liberté-là. Ils n'ont pas ce toupet-là de pouvoir le faire. Ils sont dans une situation où aujourd'hui, s'ils ne parlent pas, on peut faire le constat de loin que ça ne va pas. Mais si ceux qui sont dans la maison, parce que quand ils ont fait les trucs là, vous avez suivi, ils ont évoqué un certain nombre de questions de mauvaise gestion de la maison. Mais à aucun moment, ils n'ont évoqué ce sujet-là. Justement, ils ne sont pas libres, ils peuvent pas. Si tu dois parler, perdre ton boulot. Carole. Osias avait parlé, vous avez pris l'exemple d'Osias, mais il n'a pas été limogé. Mais je l'ai vu parler dans cette affaire aussi, seulement que ce qu'il a dit, c'était pas, on n'a pas bien entendu. Mais ce que je vous dis, non, dans la vidéo qui circule avec Benet Reporter Monde, on a vu, il parlait, il a dit quelque chose subtilement là. J'ai pas bien écouté. Justement, ça ne peut qu'être subtilement. Mais ce que je vous dis, moi je continue de dire Carole là. Je ne vais pas faire prendre la défense des gens qui n'ont pas suffisamment le courage. Il ne peut pas vraiment se prononcer, allons-y. Non, je ne sais pas quand je vais me prononcer. Ce que je dis, c'est quand même du terre à terre. Mauvaise gestion, ils ont dénoncé ça. J'ai vu, j'ai entendu des journalistes parler. Mais question de liberté d'expression ou liberté des journalistes, si les journalistes, même certains parmi eux, ne pas suffisamment courageux pour dire ça ne va pas, parce que le peuple est quand même là pour les écouter. Des gens sont là quand même pour les prendre en défense. Si eux-mêmes suffisamment n'en parlent pas, vous voulez que j'en parle à la place, pourquoi? Je suis à Eden TV, non? Si ça ne va pas, attendez, si ça ne va pas à Eden TV, je n'aurais pas peur de dire ce que comment le pays est tellement dur. Vous allez juste parler pour défendre l'intérêt public et puis vous allez, subir seul les conséquences. C'est ce que vous voulez. C'est pour ça que moi je dis, il se pose un problème de liberté. Oui, Carole, tu sais, le problème de liberté d'expression dont vous parlez, par exemple, ça se pose... C'est une contradiction dans une maison de presse. Ça se pose un peu partout. Vous savez, je vous donne juste un exemple. Nous venons opiner ici, d'accord? Mais les risques que nous prenons en venant opiner ici, d'accord? Vous ne le savez pas. On prend beaucoup de risques. On le sait. On le sait, voilà, justement. Donc, dans ce même cas, par exemple, qui leur empêche à eux qui les empêche de pouvoir opiner, de pouvoir dire si ça ne va pas, ou de pouvoir dire qu'ils n'ont pas cette liberté de pouvoir aborder un certain nombre de sujets, par exemple. Ils n'ont pas une ligne éditoriale qui leur permet quand même de pouvoir faire certaines critiques, par exemple. Donc, du coup, ce n'est pas forcément... Des affectations tous azimuts. Oui, ça, c'est des problèmes administratifs. Ça, internes, ça arrive, c'est normal. Moi, au début, j'ai dit, du moment où les choses ont changé au niveau de la direction, ça veut dire que celui qui a mis en place sa réforme
a un objectif donné. Et dans cet objectif-là, soyez sûr qu'il y aura des gens qui vont payer les pots cassés. Et c'est ceux qui travaillent là qui vont payer ces pots cassés. Et donc, ils ont encore la largesse aujourd'hui, l'opportunité aujourd'hui de pouvoir taper du poing sur la table. Et c'est à travers ce qu'ils sont en train de dire et qu'ils menacent d'une grève. Et je pense que c'est le moment pour ceux-là de pouvoir les écouter, de discuter avec eux, question d'améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Et je pense que en temps, peut-être d'ici là, maintenant, ils viendront encore nous dire que, OK, ils ont discuté avec les dirigeants et que ça va et qu'ils vont reprendre le travail normalement. Les primes qu'ils réclamaient, on va commencer par le leur attribuer. Si c'est seulement le problème, c'est au niveau des primes. Si c'est au niveau de l'administration, il faut corriger un certain nombre de choses. Je pense qu'on va les rassurer. Et si ils ne le font pas, c'est qu'ils iront en grève tels qu'ils sont en train de menacer. Pour finir, Oui. nos confrères, nos conseils de la STTV ne sont pas des enfants. On peut faire le constat à distance que ça ne va pas. Et si eux-mêmes ne montent pas au créneau pour dire que ça ne va pas, ne prenez pas leur défense pour autant facilement. Parce qu'après, on vous dira quelles sont les preuves que vous détenez. Mais dès lors que quelqu'un parmi eux prend la parole, vous pouvez vous baser sur ça. Ils ont commencé par parler Non, et on espère que... Oui, mais ça ils n'ont va qu'à se parler. poursuivre. J'attends seulement qu'ils parlent et moi je prends leur défense. Mais s'ils ne parlent pas, je vais me dire C'est que... parce qu'ils commencent par parler que vous avez entendu des Non, choses. ça c'est ce qu'ils ont... Mais ce n'est pas officiel. Ce que moi je demande, c'est qu'ils aient la liberté de s'exprimer, de le dire officiellement. Invitez au su de tout le monde. Vous pouvez les inviter sur le J'espère plateau. pouvoir les inviter la semaine prochaine, surtout Et le s'ils s'il accepte, s'il arrive à avoir... Non, s'ils ne parlent pas, c'est que pour moi tout va bien sur ce côté, là, dans la maison. En tout cas, je lui adresserai l'invitation. Nous allons poursuivre avec Matin Libre qui titre ce matin des places de toilettes publiques au Bénin. C'est une demande ou une doléance pour... C'est une réflexion du colonel Abouessi Noumouvi-Kloubou qui voulait être candidat en 2016. Il voulait être candidat en 2016. Je ne sais pas si Marc le connaît. Il est à Calavi. Le colonel Abouessi Noumouvi-Kloubou qui voulait être candidat président en 2016. Et qui, oui. Donc, en fait, c'est lui qui parle de toilettes. En fait, je crois que c'est quand même nécessaire. Oui, c'est une réflexion assez intéressante parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Cotonou, parfois, vous avez envie d'aller uriner, mais vous regardez à gauche et à droite. Les hommes vous disent non, tonton, tu peux uriner au niveau du caniveau. Là. Moi, je lui ai dit, mais écoutez, mon image. Imaginez que je sois en train d'uriner au bord de la voie et que quelqu'un prenne mon image. Vous dites, mais c'est lui qui parle même sur un plateau de TV. Voilà comment il urine dans la civilisation. Donc, il y a vraiment ce besoin dans la ville de Cotonou et même dans un bon cas. Vous avez, moi, parfois, quand j'ai ce besoin, j'identifie rapidement un hôtel dans la zone. Je dis aux hommes, amène-moi au niveau je vais à l'hôtel, je dis, je vais aller aux toilettes. Mais ceux qui n'ont peut-être pas ce réflexe. Bon, pas ce réflexe, parce que quand je vais là-bas, je me présente. Laurent Tony qui est journaliste, et puis là, ça les baratine un peu, et puis bon... Parce qu'ils ne sont pas obligés d'accepter non plus. Voilà, donc je vais faire mes besoins, et puis je les remercie, je repars. Bon, si parfois j'ai la chance que quelqu'un me reconnaît, là, automatiquement, c'est beaucoup plus facile. Mais ce n'est pas pour tout le monde, pour tous les citoyens. J'estime véritablement qu'il faut maintenant qu'on est en train de parler de modernisation, ou bien de comment vous appelez, d'urbanisation de la ville de Cotonou, on fait de grands travaux. Il faut prévoir des toilettes publiques à bien des points stratégiques dans une certaine mesure. Et moi, j'avais réfléchi à un projet il y a quelques années. Bon, après, j'ai laissé tomber. C'est-à-dire que chercher, peut-être que les organisations de la société civile peuvent prendre ce projet. C'est-à-dire que écrire un projet et demander aux bailleurs, aux partenaires techniques et financiers de financer. Et donc, quand on prend sur une distance d'un kilomètre, par exemple, une maison, devant la maison, le propriétaire réserve un espace pour les toilettes, et c'est payant. Donc, c'est le propriétaire de la maison qui gère en réalité ça. Et donc, dès lors que tu vas là, tu vas faire tes biens, tu payes 25 francs ou 50 francs, mais c'est des partenaires qui construisent au départ, et ça permet d'assainir notre milieu de vie. Donc, on peut réfléchir à ça, et aussi le gouvernement peut aussi réfléchir à comment mettre sur des places publiques ou bien des points stratégiques. Quand on voit les toits rouges, par exemple, on doit pouvoir mettre peut-être au moins 2 à 3 toilettes là. Par exemple, quand vous venez, vous quittez, vous venez au niveau de la cantine, on doit pouvoir avoir des toilettes au niveau là. On évolue vers Carrefour La Vie. On peut voir Carrefour et Sika Toyota. On peut avoir des toilettes publiques également. À des points stratégiques pour faciliter la tâche aux citoyens. Pourquoi pas? Oui, je pense que cette question est un réel problème environnemental. Moi, j'en ai fait tout un dossier. Il y a de cela quelques mois dans mon journal, j'en ai fait tout un dossier parce que
le constat a été vraiment alarmant où les populations avaient des difficultés à trouver les toilettes publiques pour pouvoir quand même combler ce besoin-là. Et généralement, on a constaté que le gouvernement, depuis un certain moment, il y a des lois restrictives, il y a des lois punitives sur le fait de pouvoir aller uriner sur les places publiques ou aller déféquer sur les places publiques, alors que dans le même temps, le gouvernement ne met pas en place des toilettes publiques pour pouvoir penser ce besoin, là. Donc, il faudrait, lorsque vous réclamez quelque chose aux citoyens, vous leur dites, OK, vous ne devez pas uriner dans les caniveaux, vous ne devez pas uriner au bord des voies, mais dans le même temps, vous ne mettez pas à disposition des populations des toilettes publiques pour leur permettre d'éviter en tout cas ces infractions-là. Donc le problème était posé où il fallait quand même installer. Mais je pense qu'au niveau de la mairie de Cotonou, je pense qu'il y a un projet parce que quand j'ai eu à faire le dossier, il y a les responsables du mairie de Cotonou qui ont aimé la chose et qui ont dit que normalement la mairie de Cotonou a un projet dans ce sens-là afin de pouvoir mettre les toilettes publiques dans des endroits très stratégiques. Et il faut remarquer que le problème, ça ne se limite pas seulement à Cotonou. On peut étendre ça dans les grandes villes, les villes du Grand Nokoué, pour pouvoir étendre à Calavi également. Ce problème peut être mis, en tout cas, en veille également, parce qu'il faut pouvoir mettre ces genres de projets pour pouvoir quand même régler ce problème qui est environnemental. Parce que lorsque les gens urinent un peu partout sur les voies, ça pollue l'environnement. Lorsqu'ils défèquent un peu partout, ça pollue l'environnement. Et la SGDS aujourd'hui, merci, la SGDS aujourd'hui, qui essaie d'assurer la propreté au niveau de nos artères aujourd'hui, sera en grande difficulté également. Donc, mis à part le nettoyage, il faut combler forcément ce vide-là de toilettes publiques. Alors que vous savez que le fait d'aller aux toilettes ou de vouloir peut-être s'épancher en allant uriner, c'est un besoin pressant, ça n'attend pas. Il n'y a même pas, tu peux être chef d'État, tu peux être président de la République. Quand ce besoin te prend, c'est automatique, tu dois y aller. Sinon, tu ne seras pas à l'aise. Vous avez vu le président de la République au cours d'un défilé dit qu'il veut uriner. Vous ne savez pas les dispositions qui sont prises. Je vous dis qu'il y a même des chefs d'État qui portent des couches, même avant certaines cérémonies officielles. Juste, oui, parce que ce besoin-là, ça n'attend pas. Ce besoin est tellement pressant que vous ne pourrez pas attendre. Nous avons vu des images circuler également. Merci Marc Goudjalou. Merci Roland. Vous nous apprenez des choses, hein? Pour toutes ces précisions. Oui, sérieux. Non, moi, je suis... Là, il m'a fait marrer totalement sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci. Mais comment tu vas voir? Tu vas voir sa couche comment? Attendez, je vais aller uriner un coup. Voilà, justement. Mais vous allez vous poser la question, comment il se débrouille? Justement, c'est également ça, Mathé Dédène. Informé dans la bonne humeur, c'est parti.